Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureux du football. Bienvenue à vous les amis, je suis très content, très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo, le tout dernier épisode de la série du bilan de la saison 2023-2024 et on va finir par les attaquants et ça risque d'être la plus longue parce qu'il y a pas mal d'attaquants à faire le bilan. Juste un petit truc, vous l'avez vu dans la miniature, il n'y a pas Mbappé parce que je ne compte pas parler d'Mbappé dans cette vidéo. Hein, parce que, vu que soi-disant, on l'a maltraité et tout, mais on va le maltraiter jusqu'au bout, on va même pas parler de sa saison. Lui, on va le foutre aux oubliettes, et puis basta. J'ai même pas envie de parler de lui, ni de faire le bilan de sa saison. Donc, lui, on n'en parlera pas. D'accord? Hein, je laisserai les supporters du Real le faire. Voilà. Alors oui, hurler si vous voulez, dites-moi que je suis dans l'abus, il n'y a pas de souci. Mais j'ai pas envie de parler de lui en fait. Voilà. Hein, sauf si bien sûr, encore une fois, il dégueule encore sur le club. Parce qu'on n'est pas à l'abri, hein, loin de là. Donc, bref les amis, on va commencer. Alors, on va faire Kolo Muani, Ramos, Barcola, Dembélé, Asensio et Kang In-lee. Voilà, donc ça fait du monde. On va commencer par le coréen justement. Kang In-lee. Kang In-lee, on le savait, quand il est arrivé au PSG, on savait que ça ne serait pas pour être titulaire, on savait que ça serait plus un joueur de rotation. On savait les qualités qu'il avait, il faisait partie des meilleurs dribbleurs en Liga. C'est encore un jeune joueur. C'est une grande star en Asie et surtout en Corée. D'ailleurs, de ce que je sais, hein, parce que j'ai aussi j'en parlais avec Louis, qui est un de mes abonnés et qui travaille à la boutique du PSG sur les champs. Et lui, il me l'avait dit. Il m'avait dit, Ayoub, quand Kang In-lee est arrivé, il m'a dit, c'est une dinguerie. Les maillots de Kang In-lee se vendent aussi bien que ceux de Messi. Il m'a dit, c'est une dinguerie, j'ai jamais vu ça. Donc c'est quelqu'un qui pèse aussi dans le marché asiatique. Et je pense que c'est aussi pour ça que le PSG l'a fait venir aussi. Tu vois. Donc, mais voilà, malgré ses qualités hein, il a un bon pied gauche, il est à l'aise techniquement, il sait éliminer, il a une bonne vision du jeu au niveau, enfin une bonne précision du pied au niveau des coups de pied arrêtés et des centres. Et on l'a vu à plusieurs reprises cette année au PSG qu'il a un bon petit pied gauche. Maintenant, Kang In-lee, bah écoutez, on va le juger comme selon le statut dans lequel il est venu. On savait qu'il n'allait pas changer le visage du PSG et que ça n'allait pas être un titulaire en puissance, ça allait plus être un mec de rotation. Et franchement, je trouve sa saison plutôt correcte à Kang In-lee, si on le juge en tant que joueur de rotation. Je l'ai trouvé quand même pas mal quand on a on a fait appel à lui. Il n'a quand même pas été dégueulasse, il a beaucoup donné sur le terrain. Il a fait quand même quelques passes décisives, il a marqué quand même 2-3 buts. C'est un joueur de devoir, un joueur de collectif. Le seul petit bémol que j'ai avec Kang In-lee, c'est que j'ai l'impression qu'au PSG, ben, il a du mal un petit peu encore à se lâcher. Tu vois, je vois ses matchs avec la Corée du Sud et tout. Ben, il dribble beaucoup, il élimine beaucoup. Et des fois au PSG, j'ai l'impression qu'il n'osait pas. Tu vois, il était un petit peu... comme il était complexé, il voulait pas se lâcher. Voilà. Mais sinon, en termes de ce qu'il peut donner sur le terrain, ce qu'il peut apporter en Ligue 1 quand il est titulaire ou dans certains matchs quand il rentre, par rapport à sa qualité de pied, tout ça, ses efforts sur le terrain pour défendre, pour presser. Moi, voilà, je le trouve quand même. Je trouve que sa saison, par rapport, comme je vous l'ai dit, pour un gars de rotation, ça reste potable. Et je ne vois aucun inconvénient à ce qu'il reste encore au PSG pour la rotation, pour faire ce joueur de rotation. Pour moi, il est bien. Voilà, c'est mon avis sur Kang In-lee. Maintenant, on va parler de Asensio. Alors Asensio, les gars, là c'est un autre statut. Quand il arrive au Paris Saint-Germain, le mec il a gagné 3 ou 4 Ligues des Champions avec le Real, je ne sais plus. Il arrive libre. C'est un joueur international espagnol qui a des très bonnes qualités, des qualités de percussion, très fin techniquement, très bon aussi, un très bon pied gauche, une très belle frappe de balle. Lui aussi est capable de donner des très bons ballons du pied gauche. J'ai beaucoup aimé le début de saison d'Asensio. Mais il a été freiné par une blessure qu'il a eue avec la première, avec, je crois, la première trêve internationale avec l'Espagne,
qui l'a freiné dans son élan et qui l'a éloigné des terrains pratiquement 2 mois. Et on a eu du mal à le revoir au niveau Asensio. Mais en fin de saison, alors après, c'est vrai qu'il était beaucoup remplaçant aussi. Mais en fin de saison, il a montré des choses en deuxième partie de saison intéressantes quand on a fait appel à lui. Notamment, je me rappelle, j'étais au parc pour PSG Lyon quand on a gagné 4-1. Et quand tu es au parc, tu vois encore mieux, tu vois. Et la technicité au milieu de terrain, franchement, un régal. Et c'est un joueur polyvalent que Luis Enrique, tout comme Kangin parce que ça j'ai oublié de le dire, a utilisé au milieu, mais aussi sur un côté. Et il a aussi utilisé Asensio en faux neuf. Et j'ai trouvé que globalement, dans l'ensemble, Asensio, bon, si on prend en compte sa blessure, il fait une saison, bon, c'est pas terrible, mais il faut prendre en compte la blessure, tout ça. Et je pense quand même qu'Asensio, pour moi aussi, mérite de rester au PSG, malgré sa saison, on s'attendait quand même à mieux. Voilà, bref. Mais bon, il y a eu des choses dans la saison qui ont fait que ça ne s'est pas passé comme prévu. Mais voilà, hein. Maintenant, on va parler de Kolo Muani. Alors, Kolo Muani, les gars, sa saison, c'est une catastrophe. Kolo Muani, c'est une catastrophe parce que déjà, tu le payes très cher. Tu vas l'acheter, je crois que le PSG a mis 90 millions ou 95 millions. Un joueur qui, finalement, moi, j'avais beaucoup d'espoir quand il est venu parce que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup de base parce qu'on a tous vu ses qualités à Francfort. Un joueur de projection, un joueur de percussion, un joueur qui est capable d'éliminer plusieurs joueurs, un mec qui enquillait les buts et les passes D avec Francfort et qui avait choqué tout le monde. Et malheureusement, au PSG, on n'a jamais retrouvé ce Kolo Muani-là. Première partie de saison, il avait quand même marqué 2-3 buts quand même. Il s'était débrouillé, il avait marqué notamment en Ligue des Champions, il avait marqué aussi contre Marseille au Parc. Voilà, je sentais même que je me disais, avec un petit temps d'adaptation, ça va aller de mieux en mieux. Puis en fait, ça a été de pire en pire. Un Kolo Muani qui ne savait même plus faire un bon contrôle, qui ne savait même plus éliminer quelqu'un, complètement perdu. Alors moi, je pense plus que c'est un problème mental. Je pense que c'est dans la tête. Kolo Muani, je pense que c'est dans la tête. Il y a quelque chose qui ne va pas depuis qu'il est à Paris. Est-ce que c'est le poids de son transfert? J'en sais rien. Peut-être qu'on lui a mis trop de pression sur les épaules, trop d'attentes au vu du prix de son transfert. Mais franchement, ça a été très, très, très compliqué. D'accord? Je l'ai trouvé un petit peu mieux quand il était utilisé à droite, le peu de fois qu'il a été utilisé par Luis Enrique. Mais tu te dis, c'est pas possible, c'est pas le même mec qu'on a vu à Francfort. Donc voilà. J'avais beaucoup d'espoir en lui, mais c'est très, très compliqué. Je ne sais pas ce que le PSG compte faire avec lui cet été. Moi, je vous dis la vérité, s'il y a une très bonne offre, il faut le laisser partir. Et puis, si jamais il reste au PSG, on va espérer que ça aille mieux et que c'était qu'une saison d'adaptation. Mais franchement, méconnaissable. T'as l'impression que c'était son cousin qui arrive au PSG. Maintenant, les amis, on va parler de Ramos. Lui aussi recruté en tant que numéro 9, très cher, 80 millions d'euros, je crois. Lui, on le connaissait bien aussi. Il avait mis des très beaux buts à la Coupe du Monde avec le Portugal quand il était titulaire à la place de Cristiano. C'est un joueur qui avait marqué pas mal de buts avec Benfica. Et Ramos, je vous avouerai que j'ai eu du mal au début avec lui. Parce que au début, Ramos, on sentait qu'il avait du mal à participer au jeu, à se trouver une place dans cet effectif. Beaucoup d'occasions gâchées. Je me rappelle notamment d'une occasion quand on fait 0-0 à Clermont où il est tout seul au point de pénalty, il trouve le moyen de même pas la mettre. Il a vendangé quand même des grosses occasions pour un numéro 9. Je me disais que c'était pas possible. Ensuite, il y a eu un petit peu de mieux, notamment son but contre Marseille au Parc, hein, quand il a marqué contre Marseille au Parc, de la tête en deuxième mi-temps. On sentait que ça allait un petit peu mieux. Et puis ensuite, il a complètement disparu. On se disait, qu'est-ce qui s'est passé? On ne le voit plus. Luis Enrique n'avait rien dit. Et en fait, il a eu un virus en fin d'année dernière qui l'a ralenti et qui a fait qu'il a mis du temps à revenir. Il était vraiment pas bien. Et puis ensuite, petit à petit, quand Luis Enrique a recommencé à le faire jouer, quand il a retrouvé la forme, quand il a repris un peu les kilos qu'il avait perdus, en deuxième partie de saison, on s'est rendu compte que Ramos, quand il a joué, il enchaînait les buts. Il enchaînait même les passes décisives. Je le trouvais beaucoup mieux physiquement. Je le trouvais mieux dans le jeu, dans son apport au jeu.
Au point où on se disait, il faut que contre Dortmund, il soit absolument titulaire. Et au match aller, rappelez-vous, il n'est pas titulaire, on est tous surpris. Mais il a montré des bonnes choses, il a montré des qualités. Et moi, j'ai beaucoup apprécié sa deuxième partie de saison. Et je pense que Ramos, bah, du coup, sa saison, elle est mitigée aussi. Parce que la première partie de saison, elle est complètement ratée. La deuxième partie de saison, c'est mieux. On va dire qu'elle reste quand même, allez, potable par rapport au temps de jeu qu'il a eu. Parce qu'il n'a pas eu énormément de temps de jeu sur toute la saison dans l'ensemble. Je trouve qu'elle est quand même potable et qu'il a montré de très bonnes choses. Et Ramos, ben moi, je n'ai rien contre le fait qu'il reste au Paris Saint-Germain. Voilà. D'accord? Maintenant, on va parler de mes deux chouchous, mes deux coups de cœur devant. C'est Dembélé. On va commencer par Dembélé. Ousmane Dembélé, les gars, je vous l'avais dit, moi, quand on était dessus, beaucoup de gens ne voulaient pas de Dembélé parce qu'il y avait beaucoup de doutes sur lui. Beaucoup de gens le trouvaient surcoté. Beaucoup de gens trouvaient qu'il était trop blessé, pas assez sérieux. Mais je vous avais dit, c'était un constat, on le voyait déjà l'année dernière au Barça où il était un petit peu moins blessé qu'avant, que depuis qu'il s'est marié, Dembélé fait beaucoup plus attention à son temps de sommeil, fait beaucoup moins de sorties. Ça lui a, hein, des fois on dit qu'un homme, une femme, ça lui change un peu son quotidien, sa vie. Et je vous disais que Dembélé, il pouvait être intéressant parce que c'était un joueur de percussion, mais mis à part Mbappé, on n'en avait pas d'autres. Que c'était un joueur qui était gaucher, donc qu'on n'en avait pas non plus devant de gaucher. Ok, ça nous manquait. En plus, il y avait Di Maria qui n'était plus là depuis un an, Messi qui partait. Donc il fallait aussi un joueur gaucher, et c'était un joueur de percussion et qui était capable aussi d'éliminer. Donc je vous disais, il avait vraiment des qualités, Dembélé, qui nous manquaient à cet effectif. Et moi, j'étais assez content de sa venue, mais j'espérais bien évidemment qu'il n'ait pas de pépin physique. Et on s'est rendu compte toute la saison que Dembélé n'a quasiment jamais loupé un match. Mis à part quand il fallait qu'il souffle ou il était remplaçant. Mais pour blessure, je crois qu'il y a un match qu'il a loupé pour un petit bobo vite fait. Mais sinon, rien. Toute la saison, il est là. Là, il est encore là à l'Euro. Donc, déjà, au point de vue blessure, bah, c'est peut-être sa saison la plus accomplie, parce qu'il n'y a pas eu de blessure. Et ça a été pour moi, devant, Dembélé a été pour moi le joueur le plus dangereux du Paris Saint-Germain. En termes de percussion, de savoir éliminer en 1 contre 1, d'apporter le danger balle au pied, de très souvent être le détominateur, le détominateur, enfin tu m'as compris, de beaucoup de nos occasions. Quasiment tout le temps à faire la différence en 1 contre 1 face à son adversaire direct. Et il lui a manqué, c'est vrai, il n'a pas beaucoup marqué, il lui a manqué beaucoup, et ça c'est son défaut, de finition. On sait que dans la finition c'est catastrophique. Mais Dembélé, les gars, petit à petit, au fur et à mesure de la saison, il a plus marqué. Il marque en finale de Coupe de France. Il marque à Barcelone. Il marque à l'aller. Il marque au retour. À Barcelone, là, pour moi, la qualif, c'est quasiment lui. En provoquant le penalty, en faisant un match de malade mental. Donc, il a été très important devant. Et plus la saison passait, et plus il commençait à marquer. Et c'est une vraie satisfaction. Voilà. Dembélé, pour moi, a été le joueur offensif le plus important du Paris Saint-Germain cette saison et qui a créé le plus de danger. Et maintenant, il faut juste qu'il règle un petit peu plus la précision des fois à la dernière passe ou dans le but. Si ce gars-là, parce qu'il a tellement une facilité à éliminer, tu as l'impression que des fois il joue dans sa cour, dans son jardin avec des enfants, eh ben, s'il arrive à s'améliorer dans la dernière passe ou dans la finition devant le but, Dembélé, ça peut être vraiment un des meilleurs au monde. Il est trop fort. Vraiment, il est très très fort. Voilà. En tout cas, très content de sa saison. Voilà les amis. Maintenant, on va finir par Barcola. Barcola, c'est un vrai coup de cœur. Parce qu'il est arrivé pour 50 millions au Paris Saint-Germain. Hein, il a fallu convaincre Lyon de le sortir, de nous le laisser. Donc il a fallu bien évidemment les convaincre financièrement. Ils l'ont lâché, ils avaient besoin d'argent. Barcola est arrivé avec seulement 6 mois de Ligue 1 dans les jambes. Donc on avait tous ce doute. Est-ce vraiment un joueur qui va exploser au PSG? On savait que ça allait être quitte ou double. Ça passe ou ça casse. Il pouvait très bien flopper comme réussir. Mais on n'avait aucune certitude. Et on se disait tous, où est-ce qu'il va jouer? Il y a beaucoup de monde cette saison. Est-ce qu'il va pouvoir bien se développer au PSG?
Est-ce qu'il ne va pas prendre le boulard hein, et puis tomber dans les nuits parisiennes, tout ça, tu connais, hein, et se laisser aller, se la raconter et se croire plus fort qu'il ne l'est et flopper complètement. Et finalement, ça a été tout l'inverse. Barcola a été très sérieux dans son hygiène de vie, dans son travail, à l'entraînement, dans son investissement sur le terrain. Et on a senti au fur et à mesure qu'il a joué, bah, qu'il était de plus en plus important, notamment en deuxième partie de saison, où franchement, et pour revenir sur le PSG Lyon au Parc, moi je l'ai vu, c'était une dinguerie vu du stade, la différence qu'il faisait à chaque fois, la misère qu'il leur a mis, les différences qu'il faisait de son côté, les percussions, les buts qu'il a marqués. Le match à Barcelone aussi, où elle était très important, où il va pousser Araujo au carton rouge. Un gamin qui pourtant, après le match à Newcastle, enfin contre Newcastle au parc, quand il vendange 2-3 occasions en rentrant, on a pris plein la tête par des consultants français comme Riolo par exemple. Mais comme a dit Barcola, ça m'a aidé à me motiver, à grandir et à vouloir faire fermer les bouches. Et voilà, il a montré que mentalement, il en avait le garçon. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Ça, j'ai beaucoup aimé parce qu'à son jeune âge, il y a beaucoup de mecs qui se seraient effondrés après avoir pris autant de critiques. Et lui, non. Lui, il s'est battu. Et au fur et à mesure de la saison, il est monté en puissance. Il a même gagné sa place pour l'Euro avec les Bleus de Deschamps. Donc franchement, moi, c'est un vrai coup de cœur par rapport à tout. Par rapport à ce qu'il a apporté sur le terrain, notamment en deuxième partie de saison, sa montée en puissance, son mental, son travail, son envie de réussir, son sérieux, sa discipline. Barcola, c'est un vrai coup de cœur. Et bien évidemment que sa saison à lui aussi, elle est réussie. Voilà les amis. Et je pense même que Barcola, qui d'ailleurs a fait une passe décisive à son premier match avec les Bleus, Barcola, pour moi, l'année prochaine, sera encore plus important. Je pense il va franchir encore un palier. Voilà les amis. Bah écoutez, c'est terminé pour le bilan de la saison 2023-2024. On se retrouvera pour des vidéos mercato, etc. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, donnez-moi votre avis sur ces joueurs-là. Prenez soin de vous, les amis, et toujours et encore, allez Paris.